La quotidienne vous est présentée par Microsoft. Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, une double rencontre. Une rencontre avec l'économie, discipline dont les programmes sont régulièrement critiqués de part et d'autre d'ailleurs de l'échiquier politique. L'autre rencontre, c'est avec le parcours d'un économiste, Thomas Porcher. Il est l'invité du Grand Oral. Une anti-sèche spéciale aujourd'hui. On profite de la présence de Thomas Porcher pour prendre un petit cours sur la notion de dette. Et puis on va même vous mettre à contribution avec un quiz. Et puis rendez-vous en fin d'émission avec Candy Sanzel, sujet du conseil de famille de la semaine. TikTok, le réseau des ados. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti. Grand Oral. Thomas Porcher, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en économie, membre des économistes atterrés. Vous êtes aussi professeur à la Paris School of Business. Et puis tous les vendredis à 7h45, vous ferraillez avec Dominique Seux dans le débat écho de France Inter. Vous publiez aux éditions Stock une BD limpide, riche, marrante aussi, sérieuse, l'économie pour les 99%, et vous le faites avec la complicité de Ludivine Stock et de Raphaël Ruffier-Fossoul, une bande dessinée qui réussit le tour de force de rendre intelligibles les sciences économiques à toutes les échelles et sur beaucoup de sujets. Ça va de la rénovation thermique à la dette, en passant par les grandes théories. On croise Ricardo, on croise Keynes, etc. Vous êtes, je le signale également, ceinture noire de karaté, ancien champion de Seine-Saint-Denis. Outre mes lacunes en économie, ça me fait une deuxième raison pour pas trop vous chercher noise dans cet entretien. En filigrane de ce livre, il y a aussi un propos autour de l'orientation. Et je veux bien qu'on reprenne le fil de ma brève présentation parce que ça dit plein de choses. J'ai dit docteur en économie. C'est pas un destin courant pour un enfant d'immigré du 93, ancien élève du lycée Jacques Brel de La Courneuve. Oui. En fait, bon. Et mon père avait quand même fait des études. Ouais. Donc j'avais ce qu'on appelle un capital culturel. Mais il est vrai que parfois en banlieue, on peut avoir, comment vous dire, un horizon qui ne va pas aussi loin que quand on a grandi dans un écosystème parisien, on a fait des grands lycées, où là, tout de suite, on peut avoir un parcours. Vous avez le capital culturel, pardon, mais vous le dites dans le livre ou dans des entretiens, je ne me souviens plus, l'autocensure pèse malgré tout, donc ça a quand même un poids tout ça. Oui, l'autocensure pèse. Enfin, moi j'ai vu que mes résultats ont très fortement augmenté quand j'ai été à la Sorbonne, parce que j'étais dans un écosystème justement où il y avait d'autres ambitions autour de moi, ce qui était moins le cas quand j'étais dans le 93. Après, j'ai pas fait une étude sur plein de cas, mais c'est vrai que sur mon cas, l'amour de l'économie s'est révélé tardivement à partir du master, au moment où j'ai été oui, vous dites que les études ont commencé à m'intéresser à 23 ans. Oui, c'est vrai. Ouais. Oui, quand j'étais à Jacques Brel, je faisais plus du karaté. Et j'ai eu, je crois, au lycée qu'une seule note au-dessus de la moyenne en économie. J'ai eu 11, ma première note en seconde. Après, j'ai eu tout le temps sous la moyenne, mais y compris en bac, j'ai eu 9 en économie. Wow. Et j'ai fait même, pour vous dire, j'ai même fait ma licence. Est en train de prendre des notes. Ah ouais, il y a des dossiers non, là. Mais j'ai même fait mon DUG à l'époque. Je l'ai fait en ma licence. Pour les moins de 20 ans, c'est le L2 aujourd'hui, le DUG. Moi, j'ai redoublé ma L2, j'ai redoublé ma L3. Je savais vraiment pas du tout ce que je voulais faire. Ouais. Et à un moment, il y a eu un déclic. Donc moi, ce que je dis aux jeunes aujourd'hui, c'est laisser le temps au temps, parce que parfois il y en a qui ont des déclics à 17 ans, il y en a qui les ont à 21 ans, d'autres à 23 ans, mais parfois il faut laisser le temps au temps, et à un moment la matière nous intéresse et là on y va. Et ça sert chez vous un discours un peu plus politique sur le système éducatif, c'est cette idée qu'il ne faut pas spécialiser les jeunes trop tôt, il faut la possibilité de changer de filière. Ah oui, donc la voie pro, ça peut être très bien à condition que ça ne devienne pas une voie de garage. Et tout à fait, parce que moi j'ai vu des gens qui ont été orientés parfois, et justement là je pense que comme mon père avait un certain capital culturel, il avait fait des études, il a empêché que je me fasse orienter, ce qui n'a pas été le cas par exemple d'autres membres de ma famille qui ont été orientés à 15 ans. Et alors certains en sont heureux, mais je pense qu'il faut se laisser le temps au temps. Moi, j'ai beaucoup d'étudiants aujourd'hui qui ont fait des bac plus 3, des bac plus 5 et qui ne trouvent aucun plaisir à travailler en étant cadre supérieur et qui se réorientent dans des formations de boulangerie, parfois de couture, parfois de sophrologie ou d'autres choses et qui sont très heureux, mais ils se sont laissé le temps de faire ce choix. Ils ne sont pas dans une voie de garage. Et on ne leur a pas demandé à 14 ans et surtout on n'a pas pris la décision à leur place. Docteur en économie avec un parcours singulier qui est le vôtre, membre des économistes atterrés, c'est un collectif qui a pris position notamment en 2018 contre la réforme des programmes de sciences économiques et sociales qui niait le caractère interdisciplinaire, sciences économiques et sociales. Pourquoi est-il indispensable selon vous ce caractère interdisciplinaire ? Mais parce qu'en économie, depuis la genèse de l'économie, il y a eu plusieurs courants de pensée économique. Il y en a eu plusieurs courants. Et ce qui veut dire que, et d'ailleurs dans l'histoire, même on l'a vu récemment, pendant le Covid, nous avons été plus keynésiens que libéraux.
Donc, l'économie... Keynésien, pour celles et ceux dont les souvenirs peuvent être un peu lointains, c'est l'idée qu'on peut réguler. C'est que l'État est intervenu. Le marché ne se régule pas tout seul. La main invisible ne fait pas tout. Quand Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, il avait un logiciel très libéral. C'est-à-dire qu'il fallait que nos entreprises deviennent compétitives en baissant la fiscalité, en flexibilisant le marché du travail, par exemple. Et quand il y a eu le Covid... Lui-même l'a dit, il a dit « je vais me réinventer moi le premier », c'est ce qu'il a dit. Et là, il est devenu plutôt très keynésien, c'est-à-dire qu'il y a eu le plan de relance, le soutien de l'activité, en période de crise, le quoi qu'il en coûte, etc. Donc on voit bien aujourd'hui que même dans le vocabulaire des libéraux, il y a des mots comme réindustrialisation, plan de relance, planification qui sont revenus au goût du jour. Et donc ce qui montre qu'en fait en économie, il n'y a pas qu'une seule voie. En économie, il y a plusieurs voies possibles et il faut en débattre sur un pied d'égalité. Et penser que l'économie, c'est une science dure avec des modèles mathématiques qui trouveraient des consensus... Moi, je trouve que c'est faux et ça a été un coup de force d'une partie des économistes pour le dire. Mais la réalité, elle n'est pas celle-là. Et il suffit, je veux dire, vous êtes un lecteur du Monde, vous lisez par exemple, au moment de la loi travail, une tribune qui a été publiée par notre prix Nobel, Jean Tirole, et d'autres très bons économistes qui vont vous dire que la loi travail, c'est très bon. Et puis quelques jours après, vous avez une autre tribune de Thomas Piketty et d'autres, très bons économistes, qui vont vous dire que la loi travail n'a pas fonctionné. Et donc là, quand vous êtes un lecteur qui ne connaît rien à l'économie, vous voyez très bien que des économistes, aussi bons soient-ils, qui se connaissent, peuvent avoir des points de vue différents. Sans que l'un ou l'autre soit un moins bon scientifique que l'autre, il faut interroger, n'hésitez jamais à remettre en cause la parole d'un expert. Tiens, je vous montre comme ça, en 2 mois, vous voyez à quel point elle est vivante, cette BD, puis vous voyez les dessins, mais il y a à la fin un manuel d'autodéfense, c'est pas vraiment un manuel, des principes d'autodéfense contre la pensée dominante. Effectivement, le premier que vous donnez, c'est n'hésitez jamais à remettre en cause la parole d'un expert. La sociologie des classes sociales, des catégories socio-professionnelles, notamment, elle avait un peu disparu, voire totalement disparu de ces programmes. Ça aussi, c'est problématique. Si on ne fait pas de la socio en même temps, et alors dans la BD, parce qu'il faut en venir quand même à cette BD, vous en faites beaucoup de la socio, parce que le prétexte, c'est qu'on vous suit, vous, dans une conférence que vous donnez à l'invitation d'ouvriers d'une raffinerie qui a fermé, et donc on va croiser le social en permanence. Oui, tout à fait. C'est une histoire vraie. Moi, j'étais beaucoup invité par les raffineries, parce qu'il y a la moitié des raffineries qui ont fermé en 30 ans en France. Et c'est votre spécialité, je précise, vous avez fait votre doctorat autour du pétrole. Et l'énergie, au départ, est votre terrain de recherche. Tout à fait, et c'est même, c'est là où je publie mes articles académiques. Dans cette matière. Mais il m'appelait pour discuter justement des marges de raffinage et cette construction financière qui est autour des marges de raffinage qui fait que l'on ferme des outils parfois qui sont encore efficaces, mais qu'on les ferme juste pour des raisons purement actionnariales, faire augmenter le profit financière, voilà. Et donc j'ai été invité dans cette raffinerie et j'avais rencontré effectivement une jeune fille à l'époque que je mets dans le livre. Alors elle s'appelait pas Zoé, et j'avais discuté avec elle. Et on est parti de cette histoire vraie pour créer une Zoé fictive qui serait intéressée par les questions climatiques et dont le père serait banquier, ce qui crée un dialogue à 3 avec des rencontres qui ouvrent finalement à tous les débats économiques contemporains que nous voyons aujourd'hui, c'est-à-dire les questions liées à la finance, l'immigration, l'agriculture, etc. Alors avec un point de vue quand même engagé, puisque toutes celles et ceux qui représentent le libéralisme, j'allais dire pur et dur, je ne sais pas si on va le voir, j'essaie de trouver un endroit où on les voit en gros, enfin ils apparaissent en requins quand même. Oui, c'est les requins de la finance. Mais il y a, je pense qu'il y a existent, ceci étant. Vous regardez aujourd'hui ce qui se passe autour d'une entreprise comme Michelin, qui fait des bénéfices en milliards, mais qui se sépare de 1200 salariés, on voit bien aucune théorie économique, même les théories les plus libérales n'avaient prévu ça. Faire du profit, personne n'est contre. Le profit doit servir à l'investissement. Dire que le capitaliste est au centre du processus d'accumulation, comme l'ont dit les libéraux, pourquoi pas? Mais là, faire du profit et licencier, on voit bien que là, les règles de l'économie ont été captées et mise au profit d'une petite partie de la société. C'est les 1%, et vous faites l'économie pour les 99%. Tout à fait. Merci, ça donne l'occasion d'expliquer le titre. Thomas, on a une rubrique intitulée l'Anti-Sèche dans cette émission qui relie l'actualité des programmes scolaires. Si vous le voulez bien, on profite de votre présence pour une Anti-Sèche spéciale avec vous sous forme de quiz. Alors vous allez avoir quelques instants pour réfléchir. Je vous donne la question. J'ai trouvé ça évidemment dans le bouquin de Thomas Porcher, donc si vous l'avez lu, vous êtes privilégié. Le Trésor britannique a émis en 1720 des obligations. En quelles années a-t-il fini de les rembourser? On vous propose 3 possibilités. 1825, c'est-à-dire pas très longtemps après, mais un moment où la révolution industrielle permet de gagner des sous. 1973, c'est l'entrée du Royaume-Uni dans la communauté économique européenne. Peut-être qu'à ce moment-là, on leur a dit, écoutez, vous avez des dettes, il faudrait les payer. Ou alors 2015, décision de George Osborne, alors ministre britannique chargé des Finances. Allez, on vous donne quelques secondes pour réfléchir, le temps du jingle. On trouve Thomas Porcher pour la réponse. L'Anti-Sèche. Voilà, ça fait partie des trucs que j'ai appris en vous lisant, j'en ai appris plein d'autres. La bonne réponse, c'est 2015. Et voilà, dette contractée 3 siècles auparavant.
Alors, bon, cette anecdote me vient de Yanis Varoufakis. L'ancien ministre grec des qui est Finances. quelqu'un que je connais, avec qui on avait beaucoup discuté au moment de la Grèce. On voit dans le film de Costa Gavras. Voilà, on voit tout pas à lui, fait. mais, Et qui est tiré très clairement, c'est pour ça que je l'ai mis en biographie, très clairement de son livre, où il explique ça. Et en fait, oui, il a lu dans la pièce, c'est ça? Voilà, exactement. Très bon livre que je recommande, qui montre en fait comment le film également, qui montre les arcanes du fonctionnement de la Commission européenne. C'est très intéressant. Non, là, en fait, ce qu'il faut dire, c'est qu'un État ne meurt pas et qu'il a toute la vie pour rembourser ses dettes. Je veux dire, aujourd'hui, la dette privée, c'est-à-dire la dette des entreprises privées et des ménages, est plus élevée que la dette publique en France. Sauf que les entreprises et les ménages n'ont pas une vie continue. Et ils peuvent s'arrêter, alors qu'un État a une vie continue. C'est pour ça qu'un État ne fait jamais faillite. Et oui, il fait en fait défaut quand ça va. Il ne fait pas faillite. Mais cette histoire a été quand même telle que, moi je l'ai retrouvée en France dans un article des Échos, je dis tout, qui reprenait lui-même un article du New York Times. Ça a quand même fait un papier dans le New York Times, tellement c'était dingue. C'était des obligations qui avaient été émises sous forme de console, dette perpétuelle sans échéance fixe, et on payait un intérêt annuel. Ceci étant, quand l'Angleterre décide de rembourser ça, elle envoie un autre message. C'est un message de confiance. Et la confiance, c'est le socle de l'économie. Oui, bien sûr, la confiance, c'est le socle de l'économie. En fait, les investisseurs aujourd'hui ont confiance en notre dette. Ils ont confiance dans nos indicateurs économiques. C'est-à-dire que nous avons un certain nombre d'indicateurs. Par exemple, nous avons une capacité à lever de l'impôt. Nous avons aussi un patrimoine public qui est plus élevé que notre dette publique, ce qui veut dire que Oui, vous mettez un moment donné la Joconde dans le bouquin, je me souviens. Alors, là, c'était pour rigoler. C'est pour rigoler. Mais quand on regarde les bâtiments publics, les placements de l'État dans les entreprises, quand on met tout ça bout à bout, l'INSEE le met, en fait, les générations futures n'héritent pas d'une dette, mais d'un patrimoine. Ça, il faut vraiment le dire. Et tout ça, en fait, et un certain nombre de travaux sérieux le montrent. Quand vous avez un grand patrimoine, vous avez une dette sur le long terme qui est plus soutenable. Vous savez, l'Afrique, je donne un exemple très clair. L'Afrique, ils sont 1,5 milliard. Nous, on est 70 millions. Ils sont majoritairement jeunes et ils ont une dette supérieure à la dette française. Et vous savez, aujourd'hui, leur dette, parfois dans certains pays, pour quelques milliards, elle est un problème. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas de patrimoine public. Donc on voit bien aussi que la dette, c'est une construction. Normalement, la dette africaine ne devrait pas être un problème. Ils sont jeunes, ils vont rembourser. Et c'est un problème pour les marchés financiers. Alors que chez nous, nous sommes vieux et une grosse dette, et ça n'est pas un problème. Et c'est une des raisons pour lesquelles je voulais, dans cet anti-sèche, reprendre cet exemple de la dette de 1720, parce que, très bon exemple, je l'ai piqué dans les meilleures sources, l'économie pour les 99%. La suite du grand oral, Thomas Porcher toujours. Ces 99% auxquels vous expliquez l'économie, c'est un petit peu, c'est nous. Oui, c'est l'économie. Je dévoile ici que je ne fais pas partie des 1% des ménages les plus riches qui possèdent 25% du patrimoine français. C'est un système qui repose sur des dogmes qui n'ont jamais été remis en cause et qui, selon vous, nous conduisent à la catastrophe. Oui, tout à fait. C'est quoi ces dogmes alors ? Mais ces dogmes, on voit bien que dans la tête des gens, il n'y a qu'un seul modèle qui est possible. C'est ce que disait Margaret Thatcher. Le président de la République, Emmanuel Macron, disait l'autre politique est un mirage. Donc en fait, aujourd'hui, on a des dogmes, financiarisation, mondialisation, et même marché unique européen, austérité. Je vous ai bien lu. Voilà, tout à fait, qui ne sont jamais remis en cause. Personne n'oserait aujourd'hui se battre pour avoir une 6e semaine de congé payé. Personne aujourd'hui n'oserait se battre pour augmenter le SMIC très fortement. Ce sont des choses qui paraissent quasiment impossibles. Alors qu'en réalité, non, l'économie, il peut y avoir, comme je l'ai dit, d'autres avenirs possibles. Et la vraie démocratie, c'est d'en débattre sur un pied d'égalité. Et moi, ce que je constate, c'est que souvent, le débat n'est pas sur un pied d'égalité. Il y a tout de suite les programmes qui sont vus comme des programmes pragmatiques, réels, et les programmes qui sont des programmes de rêveurs. Or, c'est faux. C'est faux, encore une fois. Moi, je n'ai pas soutenu de programme politique et je ne le fais pas parce que j'estime être dans l'expertise. Mais quand on regarde les économistes, la qualité des économistes qui ont soutenu les différents programmes que nous avons vus, Macron, à l'époque Benoît Hamon ou celui de la France Insoumise. Hamon, vous étiez un peu quand même, non ? À l'époque, j'ai fait quelques fiches. À l'époque, mais cette parenthèse est fermée depuis 2019. Enfin, ce que vous voulez dire, c'est qu'il y avait des gens sérieux partout. Des gens sérieux partout et que la démocratie s'en serait mieux portée si on en avait discuté sur un pied d'égalité. C'est ça qui est important. Au lieu de procéder aussi par parce que l'économie, comme elle fonctionne en France depuis 1980, n'est pas du tout le même fonctionnement qu'elle a eu entre 50 et 70. Alors, l'économie en France, mais l'économie dans le monde, parce que ce que vous racontez aussi, c'est la façon dont les États-Unis profitent de l'après-guerre, alors à la fois pour devenir la puissance qu'ils sont aujourd'hui, mais également pour être un pays, alors je ne sais pas si égalitaire est le bon mot, mais en tout cas très massivement redistributeur. Oui, tout à fait. Il était beaucoup plus redistributeur même qu'en Europe à cette époque. Mais ce qu'il faut dire, c'est quoi ? C'est qu'entre 50 et 80, des pays se sont développés selon des méthodes différentes. Il y a eu les États-Unis, qui a effectivement, on vient de le dire, il y a eu la France, il y a eu la Suède, le Japon, il y a eu plusieurs capitalismes. Il n'y a pas eu une seule voie. Et aujourd'hui, on pense qu'il n'y a qu'une seule voie, qui est le capitalisme libéral. Or, c'est faux. Il y a d'autres façons de faire. Et aujourd'hui, les premiers qui s'en rendent compte, ce sont les États-Unis, avec Trump, mais aussi la Chine,
qui ne respectent plus aucune règle. Et nous, on est au milieu et on risque de finir, moi je pense, comme les grands naïfs de cette mondialisation, alors qu'il faut qu'on défende notre propre règle, je dirais même nos modèles sociaux en Europe, en tous les cas pour les pays où il en reste encore, et qu'on défende notre façon, notre route à suivre d'un point de vue économique. Sur la transition écologique, et là je rebondis sur votre spécialité et votre spécialité de chercheur, qui est ces questions notamment d'énergie, vous dites que si l'État prenait la main aussi fortement qu'il l'a fait pour le nucléaire, on pourrait verdir tout beaucoup plus vite. Oui, en fait, en laissant le privé s'occuper de la chose, on perd du temps, on sauve on ne protège pas la planète. Bien sûr, il ne faut jamais oublier que les choix énergétiques ont été des choix politiques. Là, la France a choisi le nucléaire et nous avons le plus grand nombre de réacteurs par tête, du monde. L'Italie, à côté, a décidé de ne pas faire du nucléaire, elle n'a pas du tout de nucléaire. Donc l'énergie est un choix politique. Et quand on l'a fait à l'époque, on a fait une 50aine de réacteurs en une dizaine d'années et on y a été plein pot. Aujourd'hui, on a remplacé cette vision politique, ces choix politiques, par des mécanismes de marché, des subventions pour aider les énergies à se développer. Mais on voit bien que si ça a une certaine efficacité, ça n'a pas la même efficacité que les plans qui étaient à l'époque. Et tout le monde s'en rend compte. C'est d'ailleurs pour ça que même le président de la République, qui défendait plutôt les subventions, les mécanismes de marché, prix carbone, etc., est revenu à des termes comme la planification écologique, parce qu'il sait très bien que l'énergie, il faut le planifier. Le pire dans l'énergie, ce sont les stop and go. C'est-à-dire que le solaire, nous étions numéro 1 en Europe jusqu'à la crise de 2008. Il y a eu cette crise, nous avons stoppé les financements. Aujourd'hui, le numéro 1, c'est les Chinois. Et nous sommes une colonie de la Chine. Donc là, on voit bien qu'un stop and go nous amène à de la dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Mais ce qui est vrai sur tous les dossiers de long terme d'ailleurs. C'est vrai sur tous les dossiers de long terme, mais tout ce qui exige un peu de visibilité aussi pour les entreprises. L'industrie, etc. Mais l'énergie est quand même... Alter ego Dominique Seux ne cesse de le répéter sur France Inter tous les vendredis quand il s'oppose à vous. C'est-à-dire que les entreprises ont besoin aussi d'un peu de visibilité, d'un peu de stabilité quand même. Alors, oui, mais il n'y a pas que la stabilité fiscale. Il y a aussi la politique industrielle. Et la politique industrielle, c'est ce qu'a fait les États-Unis à l'époque avec Elon Musk. Elon Musk a reçu 5 milliards de subventions quand il avait des entreprises qui étaient plutôt petites au départ. Il a eu des prêts garantis, il a eu de la commande publique, des garanties de débouchés, etc. Et ça, c'est ce qu'on répète quand même rarement. Oui, exactement. Et donc là, c'est quand on aligne les intérêts en fait de l'État avec le privé. Moi, je pense en fait qu'il ne faut pas opposer le public et le privé. Moi, je pense que nous vivons dans une économie mixte où il faut que le public et le privé s'auto-alimentent. D'ailleurs, pas opposer le public et le privé, j'ai oublié de vous poser la question quand j'ai fait votre CV. Paris School of Business, c'est une école privée. Oui, tout à fait. 10 000 € par an. Comment vous vous arrangez? Alors, il y a beaucoup d'alternance. Non, moi, j'ai pas... Oui, il y a de l'alternance, je sais, ça coûte rien. Et puis sans doute des systèmes d'aide comme dans un certain nombre d'écoles. Oui, moi, j'ai aucun problème. J'ai fait toutes mes études à la fac publique. Et vous savez, comme beaucoup de gens, je suis devenu vacataire. Précaire, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de postes qui se créaient. Enfin, vous savez, quand on regarde les cours, c'est très simple. Il y a eu de moins en moins de postes qui se sont créés. Absolument. Il y avait de plus en plus d'étudiants, ce qui fait qu'aujourd'hui, 3/4 quasiment des enseignants sont des vacataires. Absolument. Et vacataires, vous êtes payés tous les 6 mois. Vous n'avez pas de possibilité de vous projeter dans l'avenir. Et le monde, prendre un appartement, n'est pas vivable parce que vous n'avez que 2 revenus tous les 6 mois, vous comprenez, et vous signez une vingtaine de contrats par an. Et quand vous êtes au chômage, on vous donne et vous n'avez rien. Vous n'avez pas de chômage, vous n'avez rien. Tout a été fait en fait pour qu'il y ait le moins de droits possible et que vous vous adaptiez à l'heure près. C'est l'ubérisation avant Uber. Moi, j'ai fait ça pendant 5 ans. Donc, à un moment, une école de commerce m'a proposé un poste de chercheur, ce que j'ai accepté. Mais encore une fois, je tiens à le dire, je n'ai absolument rien contre le privé. Il faut vraiment... il y a beaucoup de gens qui veulent, et parfois mes contradicteurs, qui veulent en fait que le privé prenne la place du public avec cette idée que le public est moins efficace. Et puis d'autres qui vous disent l'inverse, que le privé n'est pas bien et ne se comporte jamais bien et qu'il faut plus de profit. Moi, je pense que le profit reste un bon moteur. Ce qu'il faut, c'est encore une fois, ce que je défends, c'est une économie mixte, comme je dis, une économie où il y a un service public fort et important sur des questions qui aident d'ailleurs, via ces investissements dans les infrastructures, etc., le secteur privé et un secteur privé. Mais il ne faut pas que l'un cannibalise l'autre. Est-ce que cette économie-là, aujourd'hui, on l'enseigne correctement aux élèves, à votre avis? Est-ce qu'on a une envie, y compris dans ceux que vous voyez arriver, parce que j'imagine que certains ont pris l'option sciences économiques au baccalauréat. Ouais. Est-ce que vous avez l'impression que finalement, ils arrivent avec une culture économique digne de ce nom? Ils ont des notions d'économie importantes. Après, je trouve qu'ils... Comme on leur enseigne beaucoup moins les auteurs en économie, ils n'arrivent pas à penser qu'il y a plusieurs systèmes de pensée. Alors que quand vous arrivez à la Sorbonne, à Tolbiac ou à la fac de Villetaneuse, dès le début, on vous apprend ça. Les auteurs, les pensées, puis il y a même une explication, même critique parfois des modèles économiques, ce qui fait que vous avez une approche parfois où vous remettez en cause les choses. Et je trouve ça intéressant. Si on vous apprend la micro en vous disant, regarde, il y a un homo economicus qui cherche à maximiser son utilité sous contrainte, et qu'on ne vous apprend pas à remettre en cause ces modèles, vous pensez après que la vie fonctionne comme ça, mais elle ne fonctionne pas comme ça. Vous avez dit plein de mots que je ne comprenais pas. Non, mais je vais vous donner un exemple. Il y a des gens dans des modèles qui ont vu que quand on augmentait la taxe carbone, ça permettait de baisser la consommation de carburant. Dans un modèle, ça marche peut-être. Dans la vraie vie, les gens ont mis un gilet jaune, ils étaient très fâchés. Exactement.
C'est à nous, les citoyens et les citoyennes, de définir les priorités. Ne vous faites pas imposer vos choix par des économistes libéraux qui défendent en réalité les intérêts des multinationales. La morale de l'histoire, c'est qu'il faut s'intéresser à la politique si on veut que l'économie aille mieux. Oui, bien sûr, parce que c'est toujours des choix politiques, l'économie. Mais oui, ce qui est important, c'est de dire, quand on vous dit, il faut faire des économies sur les retraites, d'accord, mais derrière, il y a des gens. Et quand vous voyez que 50% par exemple des salariés vous disent qu'ils ne pourront pas faire le même métier à 60 ans, que vous avez quasiment la moitié qui vous disent que le travail délabre, qu'est-ce que vous allez leur dire? Genre, vous allez leur rajouter 2 ans, 3 ans en plus de travail? C'est pas entendable. Donc au fond, au final, à chaque fois qu'il y a un choix de politique économique, il y a un humain. C'est pour ça que je dis qu'il vaut mieux partir de l'humain et voir les politiques que l'on peut faire ensuite. Et c'est aussi pour ça que vous mettez en scène votre récit, ce grand manuel d'économie. Je vous remontre encore quelques pages. C'est super agréable à feuilleter, c'est hyper rythmé. Je ne sais pas comment vous avez travaillé avec vos collègues, mais en tout cas, le résultat est assez sympathique et impressionnant. Et puis, on vous retrouve un petit peu tout du long. Vous déplorez dans la bande dessinée que les positions que vous défendez, vous, soient sous-représentées, notamment dans les médias. Oui. Vous, et on y contribue aujourd'hui, vous y avez pourtant porte ouverte. Vous, dans les classements, un des économistes les plus influents qui soit, on ne peut pas dire qu'on vous fasse taire. Non, mais vous avez quand même 2-3 camarades, Piketty, etc. Oui, tout à fait. Mais quand même, quand nous regardons, par exemple, sur les quotidiennes, les éditos matinaliers, sur toutes les chaînes, qu'elles soient publiques ou privées, vous prenez des cas d'école, comme par exemple la réforme de l'ISF, la loi travail ou le CICE, je crois que tous avaient le même point de vue. Alors que dans la science économique, entre collègues, il y avait des vrais débats. Et c'est ça qui donne l'impression qu'il peut y avoir des consensus dans des endroits où il n'y en a pas en réalité. Il y a un dernier sujet que je voulais aborder avec vous, c'est celui de l'intelligence artificielle. Soit je vous ai mal lu, soit je ne l'ai pas vraiment vu. C'est un sujet qui vous préoccupe, parce que vous décrivez par moments la façon dont des emplois, vous prenez les call centers à Madagascar, si je me souviens bien, un certain nombre d'emplois de services ont été délocalisés. Le call center à Madagascar aujourd'hui, ça peut être un chatbot généré par OpenAI. Non, moi, ce qui m'inquiète dans l'intelligence artificielle, c'est un petit peu la même chose que sur les réseaux sociaux, sur YouTube. C'est que le business model de ça va être la publicité. Ça va être de maintenir les gens le plus possible devant. Et ça qui me fait un peu peur, moi. Voilà. Sauf que le modèle sur lequel ça fonctionne pour le moment est un modèle payant et les gens achètent. Alors, ils achètent bien en dessous de ce qu'il faudrait pour équilibrer. Ce sont des entreprises qui perdent des fortunes. Nous verrons. Je pense qu'à un moment, il y aura... Google, c'est quand même la publicité. YouTube, c'était la publicité. Et donc, c'est des contenus pour nous maintenir. C'est ça, moi, qui me dérange. Et la deuxième chose qui me dérange, c'est que toute activité, y compris cérébrale, doit s'entraîner. Et qu'à partir du moment où on a une information très rapide, on le voit bien avec les GPS, on le voit bien avec tout, et on travaille plus son cerveau. Vos étudiants, ils font quoi? Vous voyez arriver quelques petits devoirs, vous dites ça sans ChatGPT, ça? Oui, souvent. Et puis moi, je leur explique tout simplement que beaucoup font du sport. Moi, j'ai des étudiants qui sont très musclés, plus musclés de cette génération que la nôtre. Et moi, je leur dis, vous savez très bien que... Voilà, mais je dis, vous voyez très bien que pour avoir vos beaux pectoraux et vos beaux muscles, vous devez aller à la salle et répéter des exercices. C'est pas le ChatGPT, c'est pas un mec qui va vous montrer 3 exercices sur YouTube qui va faire ça. Il faut répéter. Le cerveau, c'est la même chose. Il faut l'entraîner. Eh bien, on peut l'entraîner, le cerveau, en lisant L'économie pour les 99%, Thomas Porcher. Les dessins, Ludivine Stock, Raphaël Ruffier-Fossoul qui a aidé également. Il a fait le scénario, c'est aux éditions Stock. Franchement, c'est super réussi. Moi, non seulement je fais partie des 99%, mais je fais aussi partie des N% qui ne sont pas super balèzes en sciences économiques et sociales. J'ai tout compris et je me suis senti moins bête à la fin. C'est quand même pas mal pour un bouquin, ce genre de résultat. Merci beaucoup. Thomas, merci beaucoup. Là, chaque semaine, nous avons rendez-vous avec Candy Sanzel pour le conseil de famille. Tiens, on va rebondir sur un sujet qu'on vient d'aborder, les réseaux sociaux. Mon ado est sur TikTok. Horreur! On va voir. Conseil de famille, c'est notre rendez-vous hebdomadaire avec Candy Sanzel. On parle parentalité et aujourd'hui du réseau préféré des ados à côté d'Instagram et Snapchat, TikTok, territoire inconnu pour de nombreux parents. Il mérite pourtant qu'on s'y attarde, autant pour comprendre nos enfants et ce qu'ils y font, mais aussi pour prévenir, réagir sur les... Candice, danger potentiel, vous êtes avec moi ou je... Mais TikTok, ça se voit pas. Vous tiktokez? Bah oui. Ah, d'accord. Vous avez jamais vu une ado qui TikTok Alors en vrai, si, mais bon. C'est un peu ça, en fait. Là, j'aurais pu reconnaître. C'est un peu ça, en fait. Vous nous racontez TikTok? Mais oui, TikTok lancé en septembre 2016, vous n'avez pas pu passer forcément à côté de cette plateforme de médias sociaux d'origine chinoise, devenue extrêmement populaire auprès des ados de 13 à 25 ans qui passent environ 2 heures par jour. C'est bien quand vous faites durer l'adolescence jusqu'à 25 ans. Et donc, du coup, qui passent environ 2 heures par jour à s'abrutir. Non. Non, ils ne s'abrutissent pas que. Mais en tout cas, ils regardent des millions de vidéos virales divertissantes et créatives. Et en France,
On compte quand même 9,5 millions de gens qui sont chaque jour sur TikTok et 72% sont des moins de 24 ans. Voilà, j'ai pas dit moins de 25 ans. Des grands ados. Qu'est-ce qu'on y trouve alors sur TikTok ? Conçu à la base pour enregistrer donc des playbacks, des challenges ou des sketchs humoristiques, l'application s'est vraiment élargie aujourd'hui et on peut trouver maintenant des danses virales, des tutos de bricolage, de maquillage, des conseils beauté, des défis en tout genre et même des recettes de cuisine rapide. Et là, c'est génial parce que mon fils s'est mis à la cuisine. Ah, c'est trop fort. Alors la plateforme offre d'ailleurs de nombreux outils en fait de montage vidéo hyper intuitif, ce qui fait que ça facilite vraiment la création de contenu et que on a une tonne de créateurs de contenu qui s'amusent. Et comme on a maintenant des filtres, des effets d'accélération, de ralenti ou encore des stickers, bref, c'est un réseau social qui a tous les ingrédients nécessaires pour rendre vraiment l'expérience très très addictive. Alors il y a la créativité, il y a l'amusement, mais il y a aussi un certain nombre de préoccupations qui sont liées au fonctionnement de l'algorithme de TikTok et ça on en parle aussi. Oui, tout à fait, car en fait l'algorithme de TikTok de recommandation en fait est très très puissant et il expose les utilisateurs à un flux de vidéos qui est certes adapté à leur goût et leurs préférences, mais pas toujours adapté à leur âge. Et le problème c'est que comme les tendances virales elles se propagent extrêmement rapidement, eh bien certains contenus n'ont pas le temps d'être censurés et se retrouvent sur les écrans de nos petits. C'est pas le seul problème. Non, c'est pas le seul. Les tendances des défis viraux peuvent créer une pression sociale sur les adolescents pour suivre certaines normes ou même participer à des activités qui peuvent parfois être risquées. Et il y a encore eu un mort avec un dernier défi là le 7 mars dernier. Donc il faut vraiment faire très attention aux défis qui sont sur TikTok. On en avait parlé effectivement. Oui, on en avait parlé aussi lors de la chronique sur Instagram du 6 mars, puisque TikTok n'est pas non plus à l'abri de la cyber-intimidation et donc la supervision parentale, la communication ouverte sur l'éducation, la sécurité en ligne, c'est vraiment les éléments essentiels pour atténuer justement ces dangers et assurer une bonne utilisation en fait du réseau par vos adolescents. Super. Quand j'entends parler de TikTok, j'entends plein de trucs. Vous voulez bien en 2 minutes nous faire un petit peu de vocabulaire de TikTok ? Je vous fais un quiz. Trend. C'est moi qui vous le fais. Je veux pas me ridiculiser. Une trend, ça désigne un type de contenu populaire, donc c'est souvent diffusé par les créateurs les plus connus. Il peut s'agir de challenges, d'hashtags, etc. Bon, vous vous souvenez de quoi Kuba ? Ah, voilà. On en avait fait une chronique avec Emma Guessel l'année dernière. Et la trend du moment, c'est « je suis ». Donc, bien sûr que, ça veut dire, je suis petite, donc bien sûr que mes enfants qui mesurent 1m75 me font des bisous sur le front pour me dire au revoir. Je suis petite, donc bien sûr que quand je suis dans le métro, je suis à la hauteur des aisselles des gens. J'ai compris l'idée. Vous avez compris l'idée, voilà. Lip sync. Lip sync, en gros, c'est ce que j'ai fait au début. C'est-à-dire, pour nous, les vieux, ça veut dire playback, en fait. Ok, Duo. Duo, c'est une fonctionnalité qui permet de créer une vidéo en réponse à une autre vidéo originale. Donc on peut l'utiliser pour créer soit des parodies, des réactions, ou même simplement pour s'amuser en fait. Un mème, ça je sais ce que c'est. Ah, qu'est-ce que c'est ? Un mème, c'est un truc drôle, une petite image drôle. Qui revient, qui peut être parodié, remixé pour créer en fait de nouveaux contenus. Avec des citations souvent. Exactement, qui va être partageable. Et enfin... Point of view. POV. POV. Alors, un format qui est caractéristique dans lequel, en fait, les TikTokers vont se mettre en scène de manière fictive ou dans leur quotidien, en fait. Génial. Ça, on le retrouve très souvent. Eh bien, merci beaucoup. Voilà, vous pouvez faire la star maintenant de TikTok. On vous attend, Emmanuel. Tout pour devenir influenceur ou influenceuse. Des influenceuses, tiens, vous en avez dans le roman Émirage d'une collaboratrice de School TV. Petit clin d'œil à Emma Ferré qui est sortie chez Albin Michel et qui est absolument super. Merci beaucoup, Candice. Merci Avec beaucoup plaisir. aussi à toute l'équipe de l'émission en maquillage. Laure Audemont, Marine Plantec pour la préparation de l'émission et qui est en régie aujourd'hui avec Thibaut Goury-Lafont au son, Angèle Jean Girard à la réalisation. Vous restez sur School TV et vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux. La quotidienne.